Ok, merci Philippe. Donc moi je vais vous parler de planification de trajectoire. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Donc je vais commencer par essayer de définir à peu près ce dont je vais parler, parce que dans planification de trajectoire, avec toutes les discussions que j'ai pu avoir, c'est une notion qui a pas la même valeur pour tout le monde. Donc moi je vais parler de générer des trajectoires pour un système articulé qui prend en compte tout l'environnement et pas seulement le robot. Donc on a besoin des modèles 3D de tout l'environnement, des limites physiques du robot et puis une tâche à accomplir. Donc ce sujet-là, j'ai commencé à y travailler quand j'étais pendant ma thèse, quand j'étais au LAS. Tout d'abord, limité à des environnements en simulation. Donc ces deux images-là, c'est des travaux que j'ai fait pendant ma thèse. Après, j'ai travaillé sur l'intégration entre la planification de mouvement et l'asservissement de robots. Comment faire des trajectoires qui soient exécutables et comment prendre en compte des choses qu'on va mesurer en temps réel pour adapter des trajectoires. Donc ça a représenté des travaux que j'ai fait sur 4 années en tant que chercheur au LAS. Et puis il y a 2 ans et demi, j'ai quitté le laboratoire et je suis rentré chez Eureka Robotics à Toulouse. Et j'ai, entre autres, contribué à intégrer la planification de mouvement dans les logiciels de Eureka Robotics. Donc c'est ce qu'on voit sur la dernière image là, et c'est ce que vous pouvez voir si vous êtes à notre stand, sur le stand de Robotics Place. Donc dans cette présentation, je vais essayer de garder... le but, c'est pas forcément de vendre Eureka Robotics, c'est plutôt de vous convaincre que la planification de mouvement, c'est un outil qui va être nécessaire si on veut justement donner une certaine autonomie et rendre la programmation de robots accessible à plus que des experts. Donc la planification de trajectoire, c'est un vieux sujet de recherche. Du plus loin que je puisse remonter moi-même, je ne sais pas, il y avait peut-être des choses avant, mais ça a démarré au début des années 80 avec un problème qui est un problème connu le monde de la planification de trajectoire, c'est le problème du déménageur de piano, ou comment est-ce qu'on déplace un seul objet qui n'est pas articulé dans un environnement. Donc c'était essentiellement de la détection de collision. Et donc ça a démarré il y a 40 ans. Et c'est toujours, alors pas forcément ce problème-là, mais c'est toujours un sujet de recherche. Il y a toujours beaucoup de monde qui travaille sur la génération de trajectoires. Cette image-là, c'est issu de mes travaux de thèse, à la fin de ma thèse. C'était pour illustrer le fait que c'est toujours un résultat de recherche et que c'est toujours très actif. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses de ces travaux de recherche qui sont arrivés jusque dans l'industrie, mais il y en a assez peu. Et ce qui fait qu'il y en ait assez peu, d'une part, il y a une certaine déconnexion, je pense, entre les résultats de recherche et même les thèmes de recherche parfois, et ce dont vont avoir besoin les industriels. Et puis il y a aussi la difficulté quand on est dans l'industrie, et ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées, de passer de quelque chose qui va marcher à 80% à quelque chose qui va marcher tout le temps. Et ça, c'est en général l'étape la plus difficile. Et c'est probablement l'un des freins principaux à ce transfert de technologie. Donc, pourquoi est-ce que la planification de mouvement, c'est un problème difficile ? La première raison, et elle est vraie pas que pour la planification de trajectoire, mais pour plein d'autres domaines en IA, et d'ailleurs ce paradoxe, il vient pas du tout du domaine dans lequel je suis. C'est un constat que
Donc après 35 années de recherche, on se rend compte qu'en fait, les problèmes faciles sont difficiles et les problèmes difficiles sont faciles. Donc ce que ça veut dire, c'est les problèmes difficiles pour l'être humain sont faciles pour la machine, pour l'ordinateur, et inversement. C'est une grosse généralité, il y a bien sûr des exceptions, hein, mais pour l'illustrer, on peut penser à un problème comme les tours de Hanoï. C'est très facile pour un ordinateur de vous donner la séquence de comment est-ce que vous devez déplacer les cerceaux pour déplacer toute la pile. Par contre, c'est très difficile pour un ordinateur de déplacer les cerceaux. Une fois qu'il sait qu'il doit déplacer tel anneau de telle pile à telle pile, ah ben là, le déplacer, c'est un autre problème. Par contre, l'être humain, c'est l'inverse. Il va très facilement pouvoir déplacer les anneaux. Par contre, il aura beaucoup de mal, entre guillemets. C'est plus difficile que pour un ordinateur de connaître la séquence. Même si vous connaissez l'algorithme, ça demande toujours un peu de réflexion de tout remonter à l'envers pour le refaire à l'endroit. Donc, la planification de mouvement, si vous creusez un peu sur le paradoxe de Moravec, l'une des explications, c'est que tous les problèmes sensorimoteurs sont très faciles pour les humains et très difficiles pour les machines, et tous les problèmes d'intelligence, disons du point de vue humain, qui vont demander beaucoup d'entraînement pour l'être humain, ça va être des problèmes que l'être humain arrivera à transférer à la machine et à fabriquer des machines qui sont capables de résoudre ces problèmes. Donc j'ai fait un peu une digression générale, mais si on revient au sujet, pourquoi est-ce que la planification de trajectoire en général c'est difficile? Premièrement, même avec juste un robot 6 axes, on a un espace de recherche qui est très grand. On a une multiplicité de solutions, et on a quelque chose qui est gourmand en capacité de calcul, et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas capable de faire ces calculs sur des GPU, où c'est très difficile. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout bénéficié de toute l'avancée du deep learning, par exemple, qui tourne sur GPU, et on ne peut pas bénéficier de tout ce matériel-là. On reste sur CPU. Probablement l'une des grandes frustrations que les gens vont rencontrer quand ils vont essayer de faire de la planification de mouvement, ça reste un sujet de recherche, et comme beaucoup de sujets de recherche, quand on sait faire quelque chose, c'est dans un cas donné, et parfois une simple modification du problème rend le problème très difficile, voire impossible. Pour illustrer ça en 2 dimensions, encore une fois, un être humain n'aura aucun problème à résoudre les 2 problèmes-là. Un ordinateur mettra beaucoup plus de temps à résoudre le problème de là-bas que le problème ici, et ce n'est que en 2D. En 6 dimensions, c'est impossible à visualiser, donc même un être humain aura du mal. Et le problème sera encore plus dur parce que l'espace de recherche est encore plus grand. Un autre point qui est souvent difficile, si ça n'avait pas été pensé dès le départ, c'est qu'on a besoin de pouvoir modéliser en 3D tout l'environnement. Et ça, si dès le départ on n'a pas pensé, il y a des pièces pour lesquelles on n'a plus les modélisations, et donc il faut soit faire des scanner les pièces, etc. Enfin, c'est tout de suite un processus qui va prendre beaucoup plus de temps. Un dernier point qui est souvent bloquant, c'est qu'il faut savoir accepter qu'il n'y a pas d'algorithme qui va tout résoudre. Il existe une très grande variété d'algorithmes, et ils ont chacun leurs points forts et leurs faiblesses, et il faut accepter qu'un algorithme puisse échouer. Auquel cas, il vaut peut-être mieux réfléchir à soit utiliser un autre algorithme, soit avoir une procédure par-dessus l'algorithme pour pallier aux échecs. Donc maintenant que j'ai dit ça, on pourrait avoir l'impression que la planification de trajectoire, en fait, elle n'est pas très utile dans l'industrie. C'est faux dans le sens où il y a des choses qui sont prêtes. Il y a plein d'applications dans l'industrie pour lesquelles on peut utiliser la planification de trajectoire.
La première chose à laquelle je pense, c'est pendant le design de la cellule. Si dès le départ, vous avez en tête que vous allez utiliser de la planification de trajectoire et que vous faites du design de cellules avec ça, vous allez pouvoir utiliser la planification de trajectoire pour valider votre cellule et rendre les itérations de développement d'une cellule beaucoup plus rapides. Si vous passez au stand, on pourra en discuter plus longuement, mais une modification d'une pièce sur la cellule, je vais avoir besoin de 5 minutes pour valider que tout le processus est encore faisable et fonctionne correctement. Et pour régénérer les trajectoires que je peux générer hors ligne. Ça va aussi avoir un impact sur le temps de cycle, notamment parce que parmi les problèmes, il y a en planification de trajectoire, il y a des problèmes qui sont simples pour la machine. Il n'y a pas que des problèmes qui sont difficiles pour la machine. Et entre autres, paramétrer un chemin en temps, c'est quelque chose que la machine fera mieux que l'être humain. Donc en général, on obtiendra des trajectoires qui iront plus vite que si c'était designé par un être humain. Un autre point clé, à mon avis, c'est l'accessibilité des technologies. Une fois que la planification de trajectoire est en place, c'est beaucoup plus facile à utiliser que de designer les trajectoires à la main. Et ce point-là est important parce que le recrutement peut être un verrou. On n'a plus besoin d'avoir une personne qui a 10 ans d'expérience avec un robot pour pouvoir générer les trajectoires. Un autre point que je n'ai pas mentionné ici, c'est la capacité de faire de la planification réactive. De mesurer des choses dans l'environnement avec des capteurs tels que les caméras et d'adapter les trajectoires tout en vérifiant qu'il n'y a pas de collision, par exemple, et en faisant aussi de l'optimisation pour avoir des temps de cycle le plus court possible à partir des données qui ont été mesurées. Ou alors, dans le cas que Airbus présentait ce matin, juste des objets de l'équipement qui étaient là, qui n'y sont plus, ou qui sont là et qui n'y étaient pas au départ quand on a prévu la cellule. Et donc, rapidement, cette slide n'a pas vocation à être exhaustive, mais c'est mon retour d'expérience sur les tentatives que j'ai pu voir autour de moi, incluant la mienne, d'utiliser la planification de trajectoire dans un contexte industriel. Et donc d'avoir une fiabilité qui va au-delà de ce qu'on peut obtenir dans un contexte de recherche. La première chose à faire, et c'est probablement la plus importante, c'est de savoir différencier la planification hors ligne et en ligne. Hors ligne, j'entends au moment où on design la cellule et où on a toutes les informations pour calculer les trajectoires. Quand vous pouvez faire ça, faites ça, parce que dans ce cadre-là, même si vous résolvez 80% si vous faites que 80% du travail, vous avez fait 80% et vous avez plus de 20% à faire à la même. Et puis vous avez du temps. Vous n'avez pas des heures, mais vous avez un peu plus de temps. La planification en ligne, c'est différent. Vous ne pouvez pas vraiment échouer. Vous devez trouver une trajectoire, sinon le robot s'arrête. Et vous devez la trouver en un temps qui est court. Donc on ne va pas utiliser les mêmes algorithmes pour les deux, et c'est important de bien faire la différence entre les deux. Je pense que le diaporama n'est pas à jour, parce que c'est pas le contenu n'est pas celui que j'ai sur mon ordinateur. Faut que je me rappelle de ce que j'avais mis. Oui, la planification de trajectoire, c'est à plus de 90% de la détection de collision. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que les modèles de l'environnement que vous avez et les modèles du robot vont avoir un impact direct sur le temps de calcul de votre planification de trajectoire. Et j'avais un autre point, mais vu que la slide n'est pas à jour, je ne l'ai plus en tête. Donc, voilà. Si vous voulez discuter davantage de ce sujet,
chez Eureka Robotics, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille, d'amener la planification de trajectoire à un stade plus accessible pour les industriels. Donc, si vous voulez en discuter davantage ou voir le résultat sur le robot, vous pouvez venir au stand de Eureka Robotics. Voilà. Merci.